Bienvenue tout le monde dans cette session de formation. Argumenter à table pendant les fêtes, on fait comment? C'est un gros sujet auquel je vais dire, on est tous et toutes confrontés, mais peut-être que si vous êtes ici, c'est que vous le vivez sûrement. On sait que ça peut être des repas source de tension quand on pense pas comme tout le monde. Et on n'a pas forcément toujours les bons mots pour répondre. On ne sait pas comment se positionner. Parfois, on n'a pas forcément d'alliés autour de soi. Et du coup, c'est pas évident. Et du coup, on est là aujourd'hui avec Florent, ici présent. Florent, je sais pas si on voit sa tête, Florent, qui est bénévole chez Victoire Populaire et qui va animer la session avec nous. Et donc, si ça vous va, gardez votre micro coupé pendant la session. On va essayer quand même de rendre la session super interactive et je répondrai aux questions dans le chat, mais c'est juste comme on est nombreux et nombreuses, essayez voilà, de bien maintenir votre micro coupé. Et si vous avez une question, posez-la dans le chat et j'essaierai d'y répondre. Ou Florent y répondra aussi s'il voit la question, évidemment. Florent, tu peux passer directement à la troisième slide. Cette session fait partie un petit peu d'un cycle qu'on a essayé enfin, qu'on veut vous présenter et qu'on veut vous proposer. C'est un cycle de formation avec 3 sessions autour de la joie militante. Donc vous demandez peut-être argumenter à table la joie militante. L'idée, c'était de raccrocher un peu les wagons, de se dire on peut être dans la joie militante et peut-être même à table pendant les fêtes, même si c'est pas toujours évident. Donc aujourd'hui, c'est la session argumenter à table pendant les fêtes, on fait comment? Et ensuite, il y aura 2 autres sessions. Donc une, ce que militer peut vous apporter. Donc ça va être des témoignages, un récit collectif de nos bénévoles qui vous expliquent vraiment comment l'action militante les a transformés, la joie qu'ils ont pu découvrir à travers les actions militantes. Donc la date, elle n'est pas encore fixée, mais on va l'annoncer dans le courant de janvier. Et ensuite, il y aura une session avec le bruit qui court, qui est une chorale militante. Et l'idée, c'est un petit peu de vous parler aussi d'autres manières de militer qui sont vraiment créatrices, donc les chorales, le fait peut-être de se déguiser en manifestation, etc. Et d'avoir d'autres idées qui nous inspirent pour passer à l'action et qui ne soient pas seulement celles auxquelles on pense traditionnellement. Je vais laisser la main à Florent qui va animer cette session. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Marie pour l'introduction. Donc je me présente, moi je m'appelle Florent Guignard, je suis militant à Victoire Populaire. Je suis en parallèle, je travaille à la Commission nationale du débat public. Donc débat, je connais un petit peu. Et avant, j'avais j'étais à la tête d'un journal de débat que j'ai animé pendant 7 ans. Donc le débat, c'est effectivement, je vais pas dire c'est toute ma vie, mais en tout cas c'est une bonne partie de mon parcours professionnel. Donc c'est pour ça que le débat de Noël m'intéresse particulièrement. On va se lancer directement dans la formation. Je vais faire une petite introduction et je précise que je lis le chat. Donc si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser à l'écrit sur le chat et il y aura des temps d'échange à la fin pour que chacune et chacun puisse raconter son expérience ou poser d'autres questions. Euh, les objectifs d'aujourd'hui, très rapidement, comprendre pourquoi débattre est conflictuel par nature, comprendre un peu les ressorts qu'il peut y avoir derrière le débat et surtout le débat en famille à Noël, qui est un cadre très spécifique de débat. Avoir des outils pour savoir comment réagir selon le cas de figure, selon nos objectifs. On parlera notamment de l'écoute active et sur comment répondre. Et on terminera par un petit bingo des phrases les plus entendues à Noël et quelques éléments de réponse pour savoir comment y répondre. Ce que je vous propose une petite intro. Dites-moi si vous avez le son. C'est une intro très courte que certains ont peut-être déjà entendu, qui parle précisément de comment débattre à Noël avec Tonton Onfray en l'occurrence. Et oui, bien sûr, on pourra vous envoyer les slides. Cette semaine, on approche de Noël et j'aimerais vous préparer au débat du réveillon. Non, c'est important parce que vous savez, bon, il y aura l'islam, il y aura l'immigration,
Est-ce que Laurent Nunez est un réservoir à pipi? Classique. Mais préparez-vous à plus technique. Par exemple, à un moment, peut-être que Tati Chantal, elle va dire oui, mais Michel Onfray, il a dit que hop, 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 hop. Parce que là, si vous n'êtes pas solide sur vos appuis, ça peut dégénérer. Parce que tout ce qui suit après Michel Onfray a dit que vous fait rentrer clairement dans une autre dimension. Parce que Michel, il est dans une autre dimension. On voit bien que le réchauffement climatique, alors tout le monde est dans le réchauffement climatique à cause des hommes, etc. Ça, c'est une chose. Une autre chose est que l'astrophysique nous enseigne qu'il y a un réchauffement climatique qui est dû à ce qu'on appelle les plurivers, les multivers. Mais pour ça, il faut faire un peu d'astrophysique. Voilà. Alors, un petit peu d'astrophysique avec Michel. Donc là, on est sur un Master 2 en Francis Lalanologie à l'université Jean-Claude Van Damme de Zinzinville. Vous voyez, je disais, il faut être quand même bien préparé. Alors, quoi faire? On est tenté de dire, mais enfin, Michel, aucun astrophysicien ne dit ça. Mais alors non, ne faites pas ça, dites plutôt, mais c'est tout à fait passionnant. Poursuivez. Le réchauffement climatique, c'est pas juste parce qu'on tire trop la chasse d'eau, c'est aussi parce qu'il y a des interactions de notre tout petit univers dans une configuration impensable avec les autres univers. Impeccable. Alors là, si votre tata vous dit ça, vous lui fabriquez un petit chapeau en aluminium pour qu'elle puisse se protéger des interactions entre les univers. Voilà. Ça, c'est sympa. Je trouve que c'est sympa. Alors attention, c'est pas le moment de se détendre, parce que c'est comme avec Michel. Michel, hop, il peut partir sur un autre sujet, paf, l'IA. Cette intelligence artificielle, il y a derrière elle une intelligence qui la veut. Il y a une autre intelligence qui la veut. Et c'est une intelligence politique. Cette intelligence, elle est woke pour l'instant. Et hop, l'intelligence artificielle est woke. Eh ben, vous l'aviez pas vu venir, ça. Mais c'est pour ça. Mais oui, c'est pour ça que je suis là pour vous préparer. Alors là, bah, vous allez lui répondre que celle de Musk, elle a dit la semaine dernière que les chambres à gaz, c'était pour lutter contre le typhus. Bon, et qu'en termes de wokisme, on est quand même plus proche de Mengele que d'Eddie de Preto, tout à fait honnête. Mais le temps que vous disiez ça, c'est déjà reparti sur les pubs pour les bagnoles hybrides. Donc une voiture hybride, c'est bien. D'abord, quand la voiture est hybride, vous avez aussi le couple qui conduit la voiture qui est hybride aussi la plupart du temps. C'est un homme, un blanc, un noir, ou alors deux hommes, deux femmes, où ils sont blacks tous les deux derrière, l'enfant est blanc, ou c'est l'inverse. Il faut rouler propre, il faut la trottinette, etc., etc. Alors faites pas attention parce que oui. Faites pas attention, des fois il y a le mot trottinette qui sort comme ça. Ça, Tati Chantal, Hidalgo, kebab, il y a des mots comme ça qui sortent. Faites pas attention, ça c'est normal. Et restez solide parce qu'on n'a pas parlé encore de Gaza. J'ai pu, moi, rencontrer des enfants, des fils ou filles d'amis qui, à 15 ans, 16 ans, ont des avis sur la cause palestinienne. Et quand on commence à discuter en disant est-ce que tu as lu le Coran? Non. Est-ce que tu as lu une biographie du prophète? Non. Mais ils ont quand même des idées. Ils ont quand même des avis. Eh ben oui, allez, connard. Vous pouvez pas être contre un génocide qui touche des musulmans si vous avez pas lu le Coran. Ben non. Michel, dans les années 40, il aurait dit, écoutez, je vais lire la Torah et puis je vous donne mon avis sur voilà. Alors, avec Tata Chantal, vous pouvez faire pareil. Si elle donne son avis comme ça là-dessus, vous dites, mais toi, Tata Chantal, tu l'as lu le Coran, toi? Voilà, et vous la regardez vomir son mousseux. En parlant du déclin de la civilisation face au djihadisme... Si en fait l'alternative c'est nous, c'est-à-dire LGBT+, etc., en disant vous avez la possibilité de louer des utérus, d'acheter des enfants, de regarder du porno quand vous avez 10 ans sur le net, etc., et que un certain nombre de prédicateurs disent cette société est décadente, on peut pas leur donner tort. On ne peut pas leur donner tort, puisqu'on autorise les enfants à regarder du porno à 10 ans et à changer de sexe. Alors là, normalement, Tata Chantal, elle a la tête dans le pâté aux morilles, et vous l'achevez avec un petit... Et Sandrine Rousseau, alors, t'en penses quoi? Et voilà, régalez-vous, bonne préparation de réveillon à toutes et à tous. Merci Guillaume. Bon voilà, c'était une petite intro, bien sûr, alors ne suivez pas du tout ces conseils. Et donc du coup, juste pour avoir un peu une idée de à quoi ressemble votre famille, je vous ai demandé note ta famille de Michel Onfray à Sandrine Rousseau dans le chat si vous pouvez faire ça. Michel Onfray, donc du coup vous avez vu les extraits et comme Sandrine Rousseau est la deuxième personne citée, vous mettez 10 si votre famille est plus proche de Sandrine Rousseau et 0 si votre famille est plus proche de Michel Onfray. On a beaucoup de 5, alors 4, 5, 5, 5, 9, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 5, 3, 4, 4. Ok, donc 2, 3, 7. Ah, 3, 7. Là, il y a du débat. 6, 7, ok.
Ça veut dire non, bien sûr, c'est juste pour avoir une petite idée. Bien évidemment, l'échelle est pas linéaire, chacun ni l'un ni l'autre. Ma belle famille 3. Très bien. C'était voilà, passer la petite intro. Naturellement, le but n'est pas forcément de suivre les conseils de Guillaume Meurice, mais ça permet effectivement d'avoir une petite idée de à quel point vous aurez du débat ou pas, et à quel point surtout votre famille est d'un avis différent du vôtre. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Merci beaucoup pour vos réponses. Euh, Déjà, alors, sur les débats politiques en famille, j'ai mis cette petite caricature qui date de 1898, que vous connaissez déjà peut-être. Les débats à Noël qui s'enveniment, c'est pas nouveau. Et du coup, je vous ai mis cette caricature pour illustrer ça. La caricature, donc elle date, c'était en pleine période de l'affaire Dreyfus, 1898, paru dans le Figaro à l'époque. La légende qui est en tout petit, c'est marqué «Surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus». L'image d'après, il y a juste trois petits points, ils en ont parlé. Donc on voit effectivement que les débats de famille qui s'enveniment, c'est vraiment quelque chose qui date pas d'hier. Et en fait, c'est quelque chose d'assez naturel, que ce soit difficile d'en parler, parce que en fait c'est quelque chose qui est bien au-delà de l'opinion. C'est un sujet qu'on a mis, c'est souvent un sujet qui est souvent émotionnel et identitaire. Alors, souvent, c'est pas tout le temps le cas. Moi, la petite anecdote que je partage tout le temps, c'est une étude qui a été faite il y a ça quelques années par l'Institut du cerveau en Californie, qui avait fait passer un petit test à des personnes tout en les mettant dans un IRM, donc une machine imagerie à résonance magnétique, je crois, qui permet effectivement de visualiser quelles zones du cerveau s'activent. Et en fait, on passait au sujet test une phrase avec laquelle ils étaient d'accord ou pas, mais qui était une phrase et qui était classée en deux catégories. Par exemple, il y avait des phrases du type les vitamines sont bonnes pour la santé. Donc vous mettez les vitamines sont bonnes pour la santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec, pas d'accord? Les gens notaient de 0 à 10 s'ils étaient d'accord ou pas d'accord. Et ensuite, on passait des affirmations qui allaient à l'encontre de l'avis de la personne. Si par exemple, vous aviez dit oui, les vitamines sont bonnes pour la santé, on vous mettait cinq citations qui disaient que non, les vitamines ne sont pas bonnes pour la santé. Et à la fin, on demandait est-ce que vous avez changé d'avis, oui ou non? Sur ce genre d'affirmation, il y avait un certain nombre de personnes, les gens en moyenne évoluaient de 4 à 5 points, c'est-à-dire que s'ils avaient mis je suis d'accord à 10 sur 10, après avoir vu des affirmations contre, ils baissaient de 4 à 5 points leur degré de certitude. Et il y avait un autre type d'affirmations, qui étaient des affirmations politiques et religieuses, type il faut taxer les riches, type Dieu existe ou Dieu n'existe pas, etc. Et donc pareil, même exercice, on posait ces affirmations et après on posait cinq arguments contre. Ce qui était intéressant, c'était de constater deux choses. Quand c'était des opinions politiques et religieuses, non seulement les opinions bougeaient beaucoup moins. C'est-à-dire que les opinions bougeaient de moins d'un point en moyenne, là où effectivement sur les opinions purement factuelles, type les vitamines sont bonnes pour la santé, ça bougeait de 5 points en moyenne. Mais surtout, c'était pas du tout les mêmes zones du cerveau qui s'activaient. C'est-à-dire que sur les premiers types d'affirmations, c'était la zone de la réflexion, du raisonnement qui s'activait. Sur le deuxième type d'affirmation, politique et religieuse, c'est la zone de l'identité qui s'active. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez compréhensible. Et surtout, plus on avance en âge, toutes les opinions politiques et religieuses, c'est bien plus qu'un simple raisonnement. Si je sais pas si vous êtes croyant et que je vous dis bah Dieu n'existe pas, vous n'allez pas me dire ah oui tiens je suis prêt à considérer les arguments le pour le contre et je vais décider de manière rationnelle à la fin. C'est quelque chose en fait qui nous définit dans notre manière d'être et dans notre manière de penser, dans notre manière de socialiser aussi. La plupart du temps, plus on avance avec l'âge et plus on socialise en fonction de nos émotions politiques et religieuses. Et donc effectivement, quand on demande de remettre en cause ou quand on a quelque chose dans notre quotidien qui remet en cause ce type d'opinion, et ben en fait c'est quelque chose qui est extrêmement difficile même à considérer parce que c'est pas simplement une affaire de réflexion, mais c'est beaucoup plus une affaire d'identité. Et donc c'est ce qui explique aussi que quand on parle politique, il y a des gens qui peuvent se sentir non pas contredits, mais beaucoup plus attaqués dans leur identité, dans ce qu'ils sont. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est un sujet qui, quand on est attaqué sur ce qu'on est, eh ben, on répond souvent de manière soit virulente, soit émotionnelle, soit les deux. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui explique le fait que c'est difficile de parler politique. C'est plus qu'une conversation strictement rationnelle. Deuxièmement, parce qu'on a tous un biais et on a souvent tendance à parler pour convaincre, on a souvent du mal à se dire je comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut penser différemment, plutôt que écouter et essayer de comprendre. Donc ça c'est vraiment le deuxième biais qui nous caractérise tous et toutes et qui fait que c'est difficile de parler politique. Et en plus de ça,
Les réseaux sociaux, mais pas que, réseaux sociaux, chaînes de télé, médias, etc. La socialisation, tous ces phénomènes ont renforcé les positions figées, les malentendus, c'est ce qu'on appelle les bulles de filtre. Les biais de confirmation, on est tous, enfin plus ou moins, mais on est tous et toutes dans une bulle de filtre, c'est-à-dire on a tous plus tendance à aller chercher les informations qui vont nous conforter dans notre propre opinion, plutôt que les informations qui vont aller à l'encontre de notre opinion. Et donc tout ça fait qu'effectivement, si votre tonton il écoute CNews 3 heures par jour, le jour où il va rencontrer quelqu'un qui pense complètement différemment à Noël, bah en fait vous allez avoir vous allez lutter contre 3 heures par jour de CNews pendant toute l'année. Et donc c'est effectivement quelque chose qui va entrer en dissonance, mais qui va aussi heurter quelque chose qui est construit de manière très très longue et dans un temps beaucoup plus long. Euh, Ce qu'on voulait parler, c'était effectivement, donc ça explique pourquoi c'est très difficile de parler politique et pourquoi effectivement c'est assez émotionnel. Le point positif quand même, c'est que il y a deux choses qui sont intéressantes. Un, c'est qu'effectivement, on peut avoir des familles, si jamais les opinions sont différentes, qui sont une des rares occasions qu'on a finalement de sortir de cette bulle de filtre. Si votre tonton il écoute CNews, qu'il est dans un milieu très conservateur, etc., mais en fait il va pas avoir beaucoup d'occasions. Là, pour une fois, il y a une occasion. Et en plus de ça, la famille, alors il y a différents types de familles et différentes conceptions de la famille, mais c'est quand même souvent quelque chose qui est un lien assez fort, qui reste, qui perdure dans le temps, qui fait un contact régulier. Et donc il y a un peu le côté, le syndrome de on est dans le même bateau. C'est-à-dire qu'en fait, même si on a des opinions différentes et que en temps normal on serait peut-être pas forcément resté, du fait que on soit de la même famille, eh ben ça crée un lien quand même qui peut être considéré ou qui est souvent considéré comme plus fort que des divergences, y compris des divergences d'opinion politique. La deuxième bonne nouvelle, c'est que en fait, sur des opinions qui sont très très ancrées et très figées, qui sont vraiment émotionnelles ou qui peuvent nous définir. Il y a très peu de choses effectivement qui peuvent faire changer d'avis une opinion qui est figée depuis des dizaines d'années. Mais parmi les très rares choses qui peuvent changer, c'est justement une rencontre, quelqu'un qui incarne quelque chose de différent, surtout quelqu'un de proche, ou une expérience émotionnelle, c'est-à-dire en fait une émotion plus ou moins forte, mais qui en fait va faire réfléchir et va amener à considérer un autre point de vue. Donc effectivement, la famille c'est quand même un des très rares moyens de faire changer, ou en tout cas de remettre en cause des opinions qui peuvent être figées dans le temps. Une objection, je sais pas pourquoi j'ai un truc à l'écran, une annotation à l'écran, bon, désolé, j'ai un petit trait rouge à l'écran que je ne sais pas faire partir. Euh, le, une objection, c'est quoi? Une objection, ça va être souvent le point de départ du débat et notamment du débat familial. Une objection, ça va être une réaction de défense, une émotion forte exprimant un besoin non satisfait. Souvent, c'est pas un refus de discuter, c'est une porte entrouverte. Alors, la porte entrouverte, elle peut être faite entrouverte de manière provocatrice, ou elle peut être entrouverte de manière plus ou moins apaisée, mais en tout cas, souvent, c'est une invitation à discuter. Les objections, on vous a classé ce que c'était. C'est typiquement ce genre de choses. Ce genre de phrase, de toute façon, tous les politiciens ils sont pourris, ou de toute façon ça sert à rien de voter, avec tous ces étrangers on s'y retrouve plus, ou je sais plus trop quoi penser, j'ai l'impression que tout le monde ment, moi je crois qu'on peut encore faire bouger les choses, tout ça ça va être ce qu'on appelle des objections, c'est-à-dire quelque chose qui à un moment donné va venir différer du, du discours ou de la conversation, et on va avoir des gens qui vont se dire, bah tiens, ça peut être une porte ouverte. Alors ça peut être aussi le début d'un conflit, mais en tout cas ça va être une porte ouverte. Euh, les émotions, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a derrière toutes les objections, il y a une émotion. On a mis des exemples d'émotions, typiquement derrière d'objections. Typiquement, quelqu'un qui va dire, bah, les politiciens sont tous pourris. L'émotion derrière, ça va être la déception ou la colère. De toute façon, ça sert à rien d'aller voter. Ça va être la résignation, le découragement. Avec tous ces étrangers, on s'y retrouve plus. C'est la peur, le sentiment d'insécurité, des choses comme ça. Donc en fait, derrière chaque objection, on va pouvoir trouver une émotion. Ce qui est intéressant, c'est en explicitant en fait l'émotion qu'il y a derrière, on va pouvoir avoir des moyens de travailler ou des moyens de rentrer dans la conversation autre que le conflit. Et donc, ce qu'on préconise effectivement à Victoire Populaire, entre autres, mais c'est déjà d'être dans une posture au début d'écoute active. Alors l'écoute active, ce qu'elle n'est pas, l'écoute active, c'est pas se taire en attendant son tour de parler, c'est pas hocher la tête en préparant ses phrases, c'est pas chercher à avoir raison à tout prix. L'écoute active, c'est repérer ce qui compte pour l'autre. Donc c'est ce qu'on disait derrière chaque mot, souvent les objections, il y a une émotion.
qui peut être de tout type, la colère, la peur, l'espoir, l'insécurité, un vécu, une anecdote personnelle, des choses comme ça. Et derrière chaque émotion, il y a un besoin. Ça peut être le besoin de justice, le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance. Il y a tout un tas de besoins. Et en fait, en entendant ça, en identifiant ça, on peut orienter son discours vers des éléments qui peuvent répondre aux besoins pressentis de la personne. Et surtout, on peut en faire une base pour amorcer la discussion. Comment montrer qu'on a entendu? Dans les tips, c'est déjà poser des questions ouvertes. Enfin, c'est déjà poser des questions, premièrement, et poser des questions ouvertes, c'est-à-dire pas est-ce que c'est ça, oui ou non, etc. C'est des questions du type qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Et ça, ce que tu me dis, comment tu le vis? C'est reformuler pour montrer qu'on a bien entendu et qu'on a bien compris ce que la personne dit. Si je comprends bien, ce qui te met en colère, c'est que, etc. On peut valider l'émotion, c'est-à-dire qu'on peut accepter, aussi ce qui permet de faire accepter un désaccord, c'est que si en fait on est d'accord sur l'émotion de base, on peut derrière accepter qu'il y ait des désaccords sur les conclusions ou ce qu'on en fait. Ça permet aussi de créer un lien de confiance. C'est logique que tu ressentes ça, vu la situation. Je comprends que tu ressentes ça, vu ton vécu, vu ce par quoi t'es passé. Je comprends que tu puisses ressentir ça. Et creuser les non-dits, bien sûr, c'est-à-dire écouter effectivement non seulement les mots, mais aussi le ton, les silences, le corps, etc. Donc tout ce que va transmettre la personne. Il y a tout un tas de gens qui peuvent être amenés à penser quelque chose parce que ils ont vécu ceci, parce que ils se sont construits comme ça, etc. Et donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on peut entendre et valoriser. Euh, Hop, on l'a mis dans le mauvais sens. On a fait un petit exemple, effectivement, de comment est-ce qu'on peut passer d'une écoute active à commencer à amorcer un changement. Avec un exemple, alors qu'il y a un exemple un peu cliché, hein, ça s'applique pas à tous les exemples et il n'y a pas de règle absolue, mais en tout cas, ça montre un peu comment est-ce qu'on peut passer de l'écoute active à quelque chose de plus constructif, voire à un changement, avec l'objection qui pourrait être, bon, de toute façon, manger bio, ça coûte trop cher, etc. L'écoute active, c'est de dire, je comprends, tu veux dire que t'aimerais bien, mais c'est compliqué à te suivre avec ton budget, etc. Relier, ça veut dire on s'identifie, on peut montrer qu'on a compris que c'est quelque chose dans lequel on peut se projeter. Moi aussi, j'ai eu ce sentiment, j'avais l'impression que c'était réservé à une élite, à ceux qui ont les moyens, etc. Euh, Recadrer. Ça peut aussi, en fait, il peut y avoir des gens, on peut valider l'émotion et avoir un cadrage différent. En vrai, le problème, c'est que ce sont souvent les produits industriels qui paraissent moins chers, mais ils cachent des coûts ailleurs, la santé, l'environnement, la précarité des agriculteurs, etc., etc. Proposer un moyen de sortir effectivement de ce paradoxe ou de ce problème. Typiquement ici, voilà, mais il y a plein d'initiatives locales qui rendent ça plus accessible, comme les AMAP, les marchés solidaires, etc. Et voire engager, c'est-à-dire vraiment aller un cran plus loin, commencer à passer à l'action. Si tu veux, je peux t'envoyer un lien pour trouver une AMAP près de chez toi, juste pour voir comment ça marche, etc. Ça, c'est un exemple. Alors, on a conscience hein, que c'est un exemple un peu idéal, un peu bisounours où tout se passe bien. Ça, quand si vraiment ça se passe comme ça, j'allais dire, c'est du pain béni, mais voilà, ça montre un exemple de ce que là où en fait on pourrait rétorquer directement, bah non, ça coûte pas cher parce que etc. En passant par une phase d'écoute active, relier, recadrer, proposer, engager, bah en fait on peut sortir ou en tout cas amorcer un changement d'opinion ou faire voir les choses de manière différente. Euh, Ça, c'est sur vraiment la partie écoute active. Ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de faire ça. La petite phrase, si vous sentez qu'il y a des conversations qui sont vraiment tendues dès le début, que moi je conseille de dire, c'est de dire dès le début, bah, ça m'intéresse d'en parler et de désamorcer un peu le côté, surtout si vous savez, dans votre famille en général, vous connaissez les gens qui ont des opinions différentes. C'est de dire, bah, moi ça m'intéresse d'en parler, pas pour te convaincre, mais pour comprendre pourquoi tu penses ça, etc. Ça m'intéresse, j'ai beaucoup entendu ça, j'ai envie de mieux comprendre. Mais de dire en fait déjà d'entrée de jeu à la personne qu'on veut pas la convaincre ou la changer. Ça, c'est souvent quelque chose qui peut effectivement permettre d'enflammer très vite. Il y a des conversations, parfois, il n'y a même pas besoin de les enflammer, elles s'enflamment toutes seules. Mais donc, effectivement, ce côté de dire, bah, ça m'intéresse d'en parler, mais de toute façon, j'ai pas envie de te convaincre, je sais que je le ferai pas, même si au fond, peut-être que si, on a envie. Mais de commencer comme ça en disant, c'est pas pour te convaincre, c'est pour te comprendre, en général, c'est quelque chose qui permet de rentrer dans ce genre de démarche. Laurent qui nous dit une formation que j'ai suivie récemment disait aussi de commencer par se raccrocher à ses valeurs. Moi, je pense que ma santé, c'est ce que j'ai de plus précieux, etc. Pour montrer que, bah, tout à fait. Ça, je partage tout à fait. C'est vraiment valider l'émotion. C'est ce qu'on entend par valider l'émotion, c'est-à-dire effectivement de dire, bah, la valeur de base, l'émotion de base que tu as, etc. Je la comprends, je la valide. Ça, c'est tout à fait.
Et après, effectivement, voilà, moi je pense, le moi je pense, c'est relié, c'est de dire effectivement, en fait, je suis d'accord, on a un point commun, le parti relié, c'est vraiment validé effectivement par les émotions, que nous aussi, on a ressenti les mêmes émotions, qu'on est passé par là, etc. Tout à fait. Euh, Répondre à Tonton Onfray, on disait c'est une histoire de posture plus que de connaissance. Effectivement, quand vous cherchez à répondre à quelqu'un, alors si vous êtes vraiment le neveu de Michel Onfray, ben, toutes mes condoléances, mais il y a moins pire que ça, on a tous des tontons qui sont un peu comme ça très vindicatifs. C'est plus effectivement une histoire de posture que de connaissance. Souvent on se dit, j'ai peur de rentrer dans le débat parce que en fait je connais pas, j'ai pas les chiffres ou j'ai pas, etc. En fait, c'est rarement ce qu'il y a de plus important. Ce qui compte beaucoup plus, c'est la posture dans laquelle on va engager la conversation, y compris si en fait on n'a pas tous les arguments. Derrière, on peut aller chercher d'ailleurs les chiffres ensemble, chercher des arguments. Il y a tout un tas de choses qu'on verra plus tard, de techniques pour répondre, mais en tout cas, il faut se dire que vous êtes légitime à engager la discussion, parce que c'est plus une histoire de posture et de vécu qu'en fait, souvent la personne en face de vous, quand bien même parfois elle a l'impression, la plupart du temps, elle n'a pas beaucoup plus de connaissances, il y a peu de chances selon les familles, mais il y a peu de chances en général que la discussion s'engage entre personnes expertes du sujet. Donc effectivement, c'est de se dire, bah en fait, je suis pas forcément expert du sujet, mais je suis tout aussi légitime que tonton Fray à parler de ça. On a mis quelques exemples dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être, qui sont effectivement des exemples d'objections, des exemples de critiques qu'on peut faire effectivement, type, voilà, les écolos, ils veulent interdire Noël, les fêtes religieuses et les barbecues, avec tous ces étrangers, on n'est plus chez nous, voilà, les programmes de la gauche, de toute façon, c'est juste dépenser plus d'argent qu'on n'a pas pour le donner aux pauvres, c'est bien beau, mais c'est utopiste, de toute façon, on peut plus rien dire aujourd'hui, on n'est pas encore dans le bingo, vous verrez on pourra continuer ça tout à l'heure. Euh, on vous a proposé une petite méthode pour répondre à ça. C'est ce qu'on appelle la méthode FOR. Alors, pas fort comme Olivier Faure, c'était l'occasion de recaser, mais fort comme les faits, les opinions, les ressentis. C'est distinguer effectivement ce qui ressort des faits. Les faits, c'est ce qu'on peut prouver, c'est les chiffres, c'est une base de discussion, ça s'est passé ou c'est pas passé. C'est dans l'idéal, les faits, c'est un socle commun. C'est de dire, en fait, on peut se mettre d'accord sur ce qui s'est passé, pas passé, etc. On verra que c'est aussi parfois de plus en plus difficile. Réponse possible, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est vrai ou c'est faux. Un fait, il est vrai ou il est faux, mais ça peut servir de base à la discussion. Les opinions, et en fait, de plus en plus, il y a une confusion entre les faits et les opinions. Des chaînes de télé entretiennent ça savamment, mais les opinions, c'est un avis personnel, hein. Mais c'est un avis personnel qu'on pense construit et qui en fait l'est plus ou moins. Parfois, ça peut être un a priori, voire une rumeur. C'est respectable, on peut tolérer des opinions, mais il faut éviter les polémiques stériles. Voilà, on peut vite rentrer aussi dans la discussion opinion contre opinion. Une des réponses possibles, c'est votre avis, je comprends cette opinion, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Donc c'est dans ce cas-là, essayer de remonter aux faits, remonter à ce qu'il y a derrière. On se rend compte que parfois, dans un... Ça, c'est idéalement, d'une opinion, on peut remonter aux faits. Mais en fait, c'est ce qu'on disait aussi juste avant, les opinions sont souvent basées sur autre chose que des faits. Souvent, ça peut être basé sur des émotions. Et dans ce cas-là, effectivement, bah, pareil, remonter aux émotions qu'on peut légitimer, etc. Mais effectivement, on a beaucoup d'opinions, et il faut accepter que nous aussi, on a beaucoup d'opinions qui en fait ne proviennent pas du tout d'un raisonnement logique, structuré, parfaitement froid, mais qui en fait viennent plutôt de choses qui sont du type de l'ordre des émotions. Et enfin, on a les ressentis, un sentiment, la peur, l'inquiétude, la tristesse, et ça, effectivement, ça nécessite un autre traitement, pas en tout cas la même réponse que les faits. La réponse possible, c'est ce qu'on disait avant, on rebascule là dans l'écoute active, c'est je comprends votre inquiétude, je comprends votre émotion, etc. Qu'est-ce qui la provoque? On peut remonter aux faits. On se voit aussi qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas toujours possible de remonter aux faits. Il y a je prends un exemple personnel, mais en discutant avec quelqu'un qui regardait énormément ces news, parfois il a dit oui, mais etc. Il s'est passé ça. Bon, quand bien même on arrive à dire, bah en fait non, c'est faux. Il dit oui, mais ok, si celui-là c'est faux, tous les autres sont vrais. Donc il faut aussi prendre conscience de ça. C'est pas parce qu'à un moment donné on va réussir à prouver qu'il y a un truc qui est faux, ou qu'il y a un fait, un chiffre, etc. qui est pas vrai, que derrière on va changer l'opinion de la personne. Dans un monde parfait, ce serait peut-être ça, mais en tout cas c'est très rarement le cas. C'est-à-dire que c'est rarement en disant non, ce fait-là il est pas vrai qu'on va réussir à faire changer d'opinion la personne. Et alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Et comment est-ce qu'on fait aussi? Parce qu'on peut avoir il y a deux objectifs. Et là, je veux mini parenthèse. Si on veut amorcer ce type de discussion,
avec quelqu'un qui est pas d'accord avec nous, on peut avoir deux objectifs. Le premier objectif, ça peut juste être créer un lien. Réussir à parler du sujet sans s'engueuler, voire faire comprendre que quelqu'un d'autre peut penser différemment. Ou, et ça c'est vraiment selon aussi les relations que vous pouvez avoir avec votre famille, bah en fait euh, amorcer la discussion dans le but d'essayer de le convaincre, ou en tout cas d'amorcer une démarche qui pourra terminer de le convaincre. Donc la posture à adopter, c'est plutôt bah, l'écoute curieuse et bienveillante, ce qu'on disait, l'écoute active. Légitimer l'intérêt de l'objection, c'est-à-dire effectivement accorder des bons points à l'autre personne, en général, dire bah ça je peux comprendre que t'aies peur, je peux comprendre que tu sois inquiet, je peux comprendre que ça fasse beaucoup, que tu te reconnaisses pas là-dedans, etc. Questionner pour revenir au fait, parce que là vous arriverez aussi à trouver des choses ou à amener des éléments qui peuvent parler aux autres personnes et éventuellement répondre aux objections. Euh, le, 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 le but, j'aurais dû commencer là-dedans. Ok. Je vais commencer là-dedans. Le but, effectivement, il va être rarement de convaincre. Alors, ça peut arriver que vous ayez des personnes très ouvertes d'esprit. Vous pouvez réussir à convaincre vraiment en apportant des choses, en discutant, en disant, voilà, arguments factuels, etc. Mais la plupart du temps, c'est ne pas chercher à convaincre à tout prix, mais savoir s'arrêter pour que les graines plantées soient fertiles. On se rend compte que souvent, une fois qu'on est engagé dans une discussion, et surtout selon la manière dont elle a commencé, c'est extrêmement rare, en tout cas, s'il y a des gens qui le font, vraiment, applaudissez-les, parce que c'est extrêmement rare de reconnaître qu'on a tort ou qu'on a changé d'avis en cours d'une discussion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive rarement. Donc, effectivement, si vous dites, si vous arrivez, vous discutez, et puis il y a quelqu'un qui vous dit, OK, t'as raison, je change d'avis, bon, franchement, bravo. Mais c'est rarement le cas. Par contre, ce qui peut se passer et ce qui se passe de temps en temps, c'est planter les graines. La personne, elle va y repenser après, elle va dire, ah, quand même, il a dit un truc qui m'a marqué, etc. Peut-être qu'il va aller creuser le sujet. Donc, c'est effectivement savoir s'arrêter à un moment donné. Si vous pensez que vous avez marqué un point, que vous avez planté les graines, voilà, pas forcément s'enfermer dans la discussion, mais en tout cas, voilà. Et aussi, j'allais dire, penser à soi. On a tous des limites, on a tous des forces limitées. S'extraire, si la discussion est trop violente ou nous déplaît, etc. Il y a aussi, c'est des choses qui peuvent être violentes déjà d'être en minorité. Si on est seul face à 4, 5 personnes, c'est quelque chose qui peut être assez violent. Ou tout simplement s'il y a des propos racistes, sexistes, validistes, etc. ou qui nous heurtent, c'est savoir aussi reconnaître ça pour s'extraire et dire bon ok je là c'est trop pour moi ou je me sens pas et de réussir effectivement à s'extraire de la conversation. Ça c'est vraiment des choses aussi que je vous invite à vous interroger vous avant en disant jusqu'où je tolère, jusqu'où je suis prêt à aller pour réussir à s'extraire si jamais là c'est trop compliqué. Il faut accepter aussi que c'est compliqué. Je lis ce que dit Maya. Quand on dialogue avec une personne proche des sphères complotistes russophiles, les faits ne sont plus des faits, l'objectivité devient subjectivité, les informations deviennent des fake news. On dialogue plus sur les mêmes bases. Si on dit 1 plus 1 égale 2, on aurait tort. Oui, mais ça, c'est ce qu'on t'a appris, c'est ce qu'on t'a dit toute la vie. Je caricature exprès, bien sûr. Alors, comment discuter avec des personnes complotistes, vraiment complotistes. Alors on l'a vu très sincèrement dans la vidéo d'introduction, on était quasiment de cet ordre-là. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous dit effectivement le réchauffement climatique c'est dû au multivers et au plurivers, oui, on est de l'ordre du complotisme. C'est alors, il y a pas de. Déjà, je pense il faut dire qu'il n'y a pas de méthode magique. Et souvent, c'est ce que je disais aussi vis-à-vis de CNews, mais c'est valable avec n'importe quel réseau social ou sphère. Il faut se dire effectivement que nous, c'est des personnes qu'on va voir 1 heure, 2 heures, une journée dans toute l'année, mais que on va lutter contre eux en général bah, plusieurs heures de vidéos, de chaînes, d'écrits, de lectures, etc. Quotidiennes. Donc effectivement, selon depuis combien de temps la personne est complotiste, déjà, faut se dire, bah c'est pas vous, enfin, en tout cas, c'est très rarement vous en 1 heure qui allez pouvoir dire. Bah en fait non et c'est pas ça et la personne si elle regarde 2 heures de vidéos YouTube complotistes par jour déjà c'est difficilement vous en 1 heure qu'elle est vraiment la convaincre du tout au tout du contraire. Par contre effectivement pour dialoguer on en revient aux choses de l'écoute active. C'est vraiment bah, déjà écouter, parce qu'en fait souvent des complotistes ils sont aussi renvoyés dans le côté bah, de toute façon t'es complotiste donc t'as tort, etc. Donc déjà en fait si vous avez une écoute en disant ok j'ai pas envie de te convaincre ou je suis pas là pour te dire que t'as tort, déjà en fait c'est quelque chose qui peut potentiellement arriver rarement. Deuxièmement c'est d'essayer de voir les émotions.
souvent, alors il y a plein de raisons de devenir complotiste, mais effectivement, souvent les complotistes, c'est des personnes qui cherchent à redonner du sens à un monde, à une actualité, à une société qui pour eux a pas beaucoup de sens ou en a plus beaucoup. Et en fait, ce processus-là, il peut être assez compréhensible. C'est-à-dire que on a tous des choses dans la société actuelle, qui nous révoltent, qui n'ont pas de sens, qui nous frustrent. Et en fait, le complotisme, c'est quelque part, c'est une raison facile en se disant, non mais ok, il y a une explication simple qui est que voilà en fait c'est que de toute façon c'est tous les Illuminati qui nous gouvernent et en fait ils sont tous il y a un complot bon c'est une explication simple pour redonner du sens à des choses qui en ont plus beaucoup donc on peut entendre l'émotion qu'il y a derrière qui est de dire en fait l'émotion c'est de dire ça me frustre j'ai l'impression que ça a pas de sens je comprends pas que le monde puisse être comme ça et ça quelque part on peut se relier à ça. C'est-à-dire qu'on peut dire, je comprends que ce soit difficile, je comprends que ce soit difficile à comprendre. C'est effectivement des choses qui n'ont pas de sens, qui sont injustes, etc. Donc c'est vraiment se relier, refaire sur les émotions. Et après, on peut essayer de recadrer. Recadrer, c'est effectivement de proposer d'autres sources de sens. Typiquement, enfin, moi, je vais prendre un exemple très personnel. J'ai un oncle qui était parti très très loin dans le complotisme pendant le Covid et qui est revenu par plutôt l'anticapitalisme sur des choses un peu plus raisonnables. C'est-à-dire qu'en fait, il était vraiment parti, il n'y avait rien qui avait de sens, il était frustré, il était énervé, etc. Et en fait, via des vidéos, etc., il s'est dit, en fait, ok, c'est peut-être pas un complot mondial, c'est peut-être juste qu'on est dans un système qui produit ça. Et donc, en fait, vous pouvez essayer de reposer le truc en disant, est-ce que le problème, ce serait pas aussi tout simplement les inégalités, le système capitaliste, des choses comme ça. Enfin voilà, selon quel type de complotisme, encore une fois, il y a plein de choses et c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui va vous aborder en disant, de toute façon, Brigitte Macron, c'est un homme, etc., bon, il peut y avoir des dialogues qui sont difficiles. Mais derrière, il y a souvent des émotions sur lesquelles que vous pouvez identifier, voire que vous pouvez partager, hein, la révolte contre l'injustice, le sentiment de révolte, etc. C'est des choses, effectivement, sur lesquelles on peut se reconnaître. Quelquefois, Claire, c'est en expliquant pourquoi nous, on est touchés. On touche parce que l'interlocuteur n'est pas visé. Quand on explique en détail ce qui nous touche, par exemple, ces enfants qui tombent malades, qui meurent au bout du monde, pour qu'on ait les métaux rares qui mettent les plus de portables, etc. Moi, j'y pense, ça me retourne les tripes. Typiquement, je suis entièrement d'accord, merci beaucoup. C'est ce genre, effectivement, de réponse, enfin, en tout cas, de réponse qui montre, effectivement, et qui peut permettre d'engager le dialogue. Encore une fois, c'est vraiment dire déjà, souvent, très sincèrement, quand il y a des personnes qui sont très, très complotistes, euh, elles sont souvent aussi jugées, stigmatisées, un peu exclues. C'est déjà, en fait, vous leur prêtez une oreille attentive et que vous leur dites, moi, je vais pas te juger. C'est des choses qui peuvent effectivement beaucoup leur parler, quoi. Et Vincent dit parler en son jeu, et donc ça fait une transition parfaite, puisque c'est la slide quoi répondre quand on ne sait plus quoi dire. Et donc effectivement, quand on sait plus quoi dire ou quand on est un peu désemparé, c'est vraiment déjà acter qu'on peut ne pas être d'accord. Ça peut aussi être une réponse tout simplement de dire il y a des choses parfois qu'on veut pas laisser passer. On en revient avec les choses sur les propos violents, hein. Parfois on trouve que la discussion est trop violente pour nous. Parfois nous-mêmes on est submergé par l'émotion ou par ça touche des choses qui sont un peu difficiles à supporter. Simplement dire en fait j'entends mais je suis pas d'accord. Et là j'ai pas forcément d'arguments ou des choses comme ça, mais je tiens à redire que je suis pas d'accord. Ça c'est aussi une manière de pas laisser passer des propos, parce qu'il y a des propos aussi qu'on peut vouloir ne pas laisser passer, parce qu'ils sont, on les estime trop graves, trop violents, etc. Mais tout simplement, en n'ayant pas forcément quelque chose à répondre, déjà juste acter qu'on peut ne pas être d'accord en disant là-dessus, je sais pas trop quoi te répondre, on pourra en reparler, mais en tout cas, je ne suis pas d'accord et je voulais le dire. Bon, ça c'est un truc effectivement, et puis si la conversation s'enferme, ça peut être aussi un moyen de sortir de la discussion en disant je pense que je comprends ce que tu dis, je pense différemment, et on peut acter que on n'est pas d'accord et qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Effectivement, parler en son jeu. Ça, c'est quelque chose qui est par nature incontestable. Si vous dites, moi, voilà ce que je ressens, voilà quelles sont mes émotions, voilà pourquoi je pense ça, par définition, c'est quelque chose qui est pas contestable. La personne peut pas vous dire, non, tu ressens pas ça, ou t'as pas le droit de ressentir ça, etc. Donc ça, c'est typiquement, effectivement, revenir à ce que vous pensez, comment aussi vous êtes construit. C'est en fait forcer l'autre à être dans une posture d'écoute active, c'est-à-dire effectivement dire, voilà, moi. Vu mon vécu, vu ce que j'ai vu ce que j'ai lu, etc., essayer de te faire comprendre, voilà pourquoi je pense ce que je pense. Et je sais que peut-être ça va pas te toucher, ça va pas te, ou tu penses différemment, mais je tiens à t'expliquer aussi pourquoi moi je pense différemment de toi. Et voir effectivement si à un moment donné, pareil, vous sentez qu'on s'enferme, que ça va nulle part, etc. C'est dire qu'on a apprécié l'échange et passer à autre chose en disant ok, je pense que je comprends mieux. Ça fait écho aussi à la phrase du début. Je pense que je comprends mieux ce que tu dis. Je pense que j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Je comprends mieux pourquoi tu penses ça. Ok, et puis enchaîner sur un autre sujet, tout simplement.
Michel qui nous dit le sujet qui va venir dans beaucoup de discussions, c'est celui de l'insécurité. Tous les études montrent que c'est maintenant le sujet principal à l'approche des municipales, y compris chez les jeunes de 25 ans et moins. Et là, c'est très compliqué. Ce sujet est passé du sentiment d'insécurité à celui de la certitude. Vous pouvez démontrer ce que vous voulez, les gens ne vous entendent pas. Il y a cette crainte diffuse dans toute la population que nous ne sommes plus en sécurité. Bah, c'est typiquement effectivement le genre de sujet sur lequel en fait il y a beaucoup de choses et sur lequel c'est par nature assez différent, assez difficile de répondre. Enfin, il y a des éléments de réponse, on va le regarder un peu avec le petit bingo, mais effectivement, l'insécurité, c'est des choses en fait qui sont effectivement le sentiment d'insécurité, puisque c'est ça ce qui est mesuré, c'est le sentiment d'insécurité, et qui est par définition difficile à contester, hein. Si quelqu'un a le sentiment d'être en insécurité, vous pouvez pas lui dire que il a tort, puisque c'est un sentiment. Et qu'en plus, souvent, ça va se baser sur voilà, leur faire nommer ce qui est pour eux l'insécurité, et puis en plus, ça va se baser sur une accumulation de faits, c'est-à-dire qu'effectivement, souvent, c'est des gens qui vont dire, mais regarde, j'ai entendu, bon, et CNews est très forte là-dedans, hein, j'ai entendu que il se passe pas une journée sans que j'entende quelqu'un qui s'est fait agresser, etc. Bah, c'est très difficile de venir lutter contre ça. Par contre, ce qu'on peut, et avant de passer au bingo de Noël, je commence à répondre là-dessus. Sur l'insécurité, ce que vous pouvez aussi dire, c'est les raisons, creuser sur les raisons. C'est-à-dire en fait de valider l'émotion en disant bah, je comprends que tu te ressentes comme ça, même si on voit que sur les grandes tendances, les chiffres de l'insécurité, les chiffres ont plutôt tendance à baisser. Le sentiment, lui, effectivement, il est très fort. Et donc effectivement, ça peut être de dire bah oui, je comprends que tu puisses avoir ce sentiment-là. À ton avis, pourquoi? Et par exemple, l'insécurité, vous pouvez le relier à la pauvreté en disant bah en fait si les gens se mettent et ça c'est pareil statistiquement, si les gens commettent des vols, des agressions, versent dans le narcotrafic, etc., parce que aujourd'hui ils s'en sortent pas, parce qu'ils n'ont pas de revenus, parce qu'ils sont précaires. Et donc en fait, c'est aussi un sujet sur lequel vous pouvez ramener en disant, bah en fait, et donc est-ce que tu penses que si tout le monde avait une éducation de qualité, un diplôme, un métier qu'il aime, en fait, est-ce qu'il serait aussi bon et partir en fait sur là, c'est sur le recadrage. Dans un petit bingo, on a fait, alors on s'est basé sur un petit sondage, etc. N'hésitez pas à ce moment-là dans le chat à nous dire un peu des choses à rajouter à ce bingo de Noël. Pour vous, c'est quoi la phrase que vous savez que vous allez devoir affronter? Alors on a vu l'insécurité, mais c'est quoi un peu la phrase que vous savez que vous allez devoir affronter et qui va vous faire tilter ou en tout cas déclencher une conversation. On en a mis quelques-uns par ici et on pourra en discuter, mais n'hésitez pas dans le chat à mettre à compléter quelque part ce bingo de Noël. Il y a quelques années, quand on avait encore, je vais lire vos propositions dans le chat, mais il y a quelques années, quand on avait encore les, le journal de débat, on faisait tous les ans un sondage auprès de nos lecteurs en leur disant ce sera quoi les trois sujets dont vous allez forcément parler à Noël. On avait souvent des trucs autour du végétarisme, le côté de euh, bingo, Sarko, les écolos. Alors on peut plus rien dire évidemment. Alors Gaza et la Palestine, effectivement cette année, je pense qu'il y aura forcément enfin il y a des chances qu'il y ait des sujets autour de ça. Et c'est un sujet qui est forcément hautement explosif. Le côté Sarko, ça c'est possible que si vous avez des personnes qui sont plutôt de droite, c'est pas voilà, quelque chose qui va venir. L'assistanat, ok. Ces phrases sont parfaites, merci. L'insécurité, locale, nationale, internationale, les trois sont liés. Le lobby LGBT, ah ouais, ok. Contre Israël, égalité antisémite. Ok. Bon, on a mis des choses effectivement, le côté forcément sur les repas. Noël, enfin la période de Noël est quand même beaucoup au moment des repas. Donc effectivement, si vous êtes végétarien, par exemple, dans une famille où il y a beaucoup de viande, c'est en général un sujet. Poutine a raison. Ok. Les islamo-gauchistes, ah, un grand classique aussi. Ah, l'éducation à la sexualité, très bien. L'éducation à la sexualité, encouragement à la masturbation des enfants, ouais, bien sûr, très, très bon. Les extrêmes, ok. L'extrême droite et l'extrême gauche, c'est du pareil au même, donc le fameux les extrêmes. Soutenir LFI égale soutenir les antisémites, ok. L'IA, hein, intéressant. Sur ça, alors effectivement, là-dessus, on peut plus rien dire. Bah, voilà, et ça, c'est un grand classique. L'agriculture, surtout quand tu passes les fêtes de fin d'année entre la ruralité et la banlieue, je fais le grand écart des sujets. Ah, oui, j'imagine effectivement. On s'en prend tout le temps aux riches dans ce pays. Bah voilà, exactement. Là, ça, de toute façon, c'est le problème de gauche. Vous aimez pas les riches, vous aimez pas les gens qui ont réussi. La violence des écolos, ok. Euh,
Ben, n'hésitez pas, alors à ce stade-là, effectivement, n'hésitez pas s'il y en a où vous voulez rajouter ou voire même prendre la parole, partager, etc. Peut-être pour répondre à quelque chose, ce que je vous invite effectivement principalement déjà, c'est à aller chercher. Alors il y a beaucoup d'associations qui font des éléments de langage ou des argumentaires pour justement répondre à ça. Sur l'immigration, typiquement, il y a une asso qui s'appelle, j'ai un petit doute sur le nom, Stop des infos, Stop Désintox, Désintox Immigration, un truc comme ça, ou Stop Désintox Immigration, qui font un très très bon boulot. Et en fait, tout simplement, là, il y a des chiffres à apporter. Qui vont en fait qui vont en fait déjà potentiellement interpeller le côté typiquement ouais, dans une des dernières discussions l'immigration en fait si vous prenez la proportion homme-femme voilà des infox immigration merci beaucoup Marie qui font un très bon boulot. Bah, typiquement sur la proportion homme-femme, par exemple, les gens, c'est que de toute façon c'est que des hommes violeurs, je sais pas quoi. Bon, en fait, par exemple, en France, il y a plus de femmes l'immigration est majoritairement féminine. C'est plus des femmes et des enfants que des hommes seuls. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça que vous pouvez amener. Ça, déjà, en amenant les chiffres, en fait, c'est des choses qui peuvent interpeller. Le côté, alors voilà. Selcon, présomption d'innocence. Ah, vaste sujet, ça. Les risques pris par les entrepreneurs, ok. Le poids des charges sociales contre la compétitivité. Si on taxe les entreprises, il n'y aura plus de travail, ok. Bon, donc n'hésitez pas à aller chercher, à aller chercher effectivement déjà certains chiffres, certains argumentaires. Typiquement, Gabriel Zuckman sur le côté, sur le côté, vous me régalez dans le chat. Gabriel Zuckman sur le côté taxer les riches, etc., qui a des argumentaires très bons. Après, encore une fois, il y a un côté déjà satisfaisant. Faut se dire que de toute façon, vous allez rarement convaincre, voire jamais convaincre la personne qui est pas d'accord avec vous. Par contre, et c'est le cas dans un débat télé, etc., mais c'est aussi le cas en général à Noël, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez aussi parler pour tous ceux qui ont une opinion peut-être moins affirmée, mais par contre qui vont écouter. C'est-à-dire que vous allez discuter avec votre tonton, etc. En fait, vous allez avoir plein vos frères et sœurs, vos parents, je sais pas quoi, qui potentiellement vont être indécis. Et en fait, en argumentant, en amenant des arguments, vous avez peu de chances de convaincre la personne qui en fait est en face de vous. Par contre, vous allez pouvoir apporter, marquer des points, en tout cas auprès de toutes les autres personnes qui vous écoutent. Donc effectivement, c'est toujours bien d'avoir des chiffres, des faits, des choses qui en fait vont pouvoir les interpeller. Voilà, nous chez Victoire Populaire, on vise des indécis. Bien sûr, effectivement, s'il y a quelqu'un qui effectivement, bon, je disais certaines phrases, je vais pas toutes les répéter, mais si effectivement il y a des personnes qui vous amènent ce genre de propos, c'est pas en un quart d'heure de conversation que vous allez les convaincre. Par contre, c'est effectivement, vous allez pouvoir marquer des points auprès des indécis. Je continue à vous lire. Ah ouais, non, mais vous savez vraiment. Euh, voilà, à propos de l'affaire Sarko, parler du film, on n'y comprend rien de Mediapart. Plein de réponses sur le sujet. Bien sûr, ça peut être même proposé de le regarder en famille. Hein. Regardez ça, effectivement. Alors, il y a les féministes sont hystériques. Magnifique, ça. Pas tous les hommes. Anne-Sophie Lapix est agressive avec Macron. C'est pas bon tes trucs végés, c'est mauvais pour la santé. Alors voilà, moi, un truc que j'adore dire sur les trucs végétariens, citer les grands sportifs, les grands des grandes sportifs qui sont champions olympiques de tennis, etc., qui sont végétariens. Serena Williams, de mémoire Novak Djokovic ou des champions comme ça sont végétariens. Lewis Hamilton, il me semble aussi. Bon, recherchez les noms, mais en gros, s'il y a des gens vous dites, bah en fait, ok, si Serena Williams elle est végétarienne, c'est peut-être qu'on peut être en bonne santé et être végétarien. Bon, voilà. Ça, c'est des choses, en fait, c'est aussi raisonner avec les personnes, avec les arguments des personnes. Vous pouvez si en fait quelqu'un vous dit ça, il y a très peu de chances que la personne soit sensible à la souffrance animale, à des choses comme ça. Par contre, si vous dites, bah ok, en fait, lui, ce qu'il veut me dire, c'est que si je suis végétarien, je peux pas être sportif en bonne santé, bah en fait, sortez le contre-exemple, et en fait, c'est aussi des choses qui vont pouvoir les interpeller. Les intégristes vont voiler les femmes en France. Ouais, ok. Macron est humaniste. On s'en prend tout le temps aux riches dans ce pays. Claude Chabrol avait une réponse sur le sujet. Il avait dit que ça ne pouvait pas être l'inverse. On ne peut pas prendre l'argent à ceux qui n'en ont pas. Ça peut être un bon argument. Ça peut être aussi parfois juste des ordres de grandeur. Je sais que c'était, je sais plus quel économiste, mais qui en gros, faisait l'ordre de grandeur sur Bernard Arnault. Il disait, alors j'avais retenu, si Lucie l'Australopithèque, donc de mémoire, Lucie l'Australopithèque, elle est morte il y a un peu plus de 3 millions d'années. Si Lucie l'Australopithèque avait commencé à bosser comme caissière chez Carrefour, hop, je coupe le son. Si Lucie l'Australopithèque avait commencé dès sa naissance à bosser comme caissière chez Carrefour au SMIC actuel et qu'elle n'avait pas touché à un seul euro de son salaire,
aujourd'hui, elle serait toujours moins riche que Bernard Arnault. Voilà, c'est des petits trucs comme ça aussi que vous pouvez apprendre, etc. Ça peut être aussi, voilà, relativisé en disant, en fait, riche, c'est quoi pour toi, riche? Tu vois, quelque part, il y a le côté, en fait, de dire, bon, moi, si tu peux être millionnaire, j'ai rien contre toi. Par contre, effectivement, est-ce que c'est toujours pertinent quand on parle des milliardaires, par exemple? Des choses comme ça. Je vous continue à vous lire. Les quotas de mixité hommes-femmes, ça encourage la médiocrité en amenant plus de femmes non compétentes. Oh, bordel. Est-ce que Victoire Populaire pourrait pas nous aider à trouver ces faits, arguments et chiffres du contenu plutôt que chacun le fasse dans son coin avec pas forcément le temps? Écoutez, c'est une bonne idée. Je vais voir peut-être même lancer un Google Doc et puis prendre votre bingo et amener quelques arguments ou quelques ressources, en tout cas par catégorie. Je vais regarder si on peut faire ça, effectivement. Merci beaucoup, Jacques, pour la suggestion. Ah oui, bah, le fameux oui, dans certains pays, ils ont encore besoin du féministe. Ici, on peut pas se plaindre. Magnifique. Ah, Sarko, maintenant Carla, il respecte plus rien. Les étrangers piquent les aides sociales. Mediapart, ah, Mediapart. Euh, Tu les prends comment, tes vitamines A et B12? Si on commence à boycotter, on pourra aller nulle part. Alors, je vois que certains aussi mettent les wokistes, la gauche, c'est le nivellement par le bas. Ok. Comment on peut compiler le bingo? Carrément, on peut compiler le bingo et ajouter des ressources. Donc voilà, même si ça reste une histoire de posture et non de fait, effectivement, c'est le côté plutôt entendre l'émotion qu'il y a derrière. Vous voyez, typiquement, bah, Donald Trump a sauvé les USA, je voyais tout à l'heure, Poutine a raison, etc. En fait, c'est souvent des gens qui peuvent constater que, enfin, en tout cas, qui ont le sentiment que leur pays va dans la mauvaise direction, qui peuvent constater des choses que nous, on constate aussi, hein. La pauvreté, le fait qu'il y ait des gens qui dorment dehors, etc. Et en fait, qui peuvent avoir la frustration de se dire, bah, je ne veux pas que ce soit comme ça, ou c'était mieux avant, dans le côté c'était un mieux avant fantasmé, etc. Donc en fait, tout ça, effectivement, c'est des émotions sur lesquelles on peut en tout cas déjà relier, dire bah en fait je peux comprendre l'émotion. Est-ce que derrière et après essayer de recadrer. En fait, c'est tout le débat va se faire sur ce qu'on appelle recadrer. Mais auparavant, si vous avez écouté, reformulé, compris et identifié l'émotion et dire je partage l'émotion, typiquement quelqu'un qui dit Donald Trump a sauvé les USA, c'est quelqu'un qui peut dire mais en fait en creusant, vous allez dire qu'est-ce qui te révolte en France? Ben, moi, ce qui me révolte, c'est qu'il y ait des gens pauvres, c'est qu'il y ait des choses comme ça. Et derrière, vous allez pouvoir relier avec lui en disant, bah ok, je comprends ce que tu me dis. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce que par exemple, en répartissant mieux les richesses, tu penses pas qu'on pourrait aussi arriver à ceci, etc. Voilà. Chine, c'est bien pour le pouvoir d'achat. Bah, typiquement aussi un autre chose. Quand quelqu'un qui dit Chine, c'est bien pour le pouvoir d'achat, bah, en fait, c'est quelqu'un qui est conscient que il y a un problème de pauvreté en France. Et en fait, vous allez pouvoir aussi repartir de là en disant, bah ok, du coup, je comprends que ce qui te révolte, c'est la pauvreté, que tout le monde devrait avoir le droit de bien se vêtir, etc. Et en fait, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez amorcer la discussion. Où trouver sur le net la méthodologie de travail et débat vote des conventions citoyennes? C'est une bonne question. C'est une bonne question, je sais pas y répondre. Je sais pas y répondre. Je sais qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment un retour d'expérience, notamment de la Convention citoyenne pour le climat, mais je regarderai si on peut trouver des choses là-dessus. Voilà en tout cas quelques points et je note en tout cas déjà un immense merci pour tout ce que vous avez apporté et je note le point. Je pense qu'effectivement faire déjà juste un petit Google Doc qu'on pourrait vous partager en mettant toutes les phrases que vous avez dit et peut-être des ressources sur comment répondre, quel argument avoir effectivement avec ça. Bah, en fait ça pourra effectivement aider certaines et certains d'entre vous. Euh, Super la compilation. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes les propositions que vous avez. Et surtout, voilà, rappelez-vous effectivement de moi dans l'ordre dans lequel je mettrai, préservez-vous. Enfin, il y a rien qui justifie effectivement d'accepter des propos violents ou en tout cas d'avoir des situations qui sont déplaisantes. Donc, préservez-vous. Deux, effectivement, plutôt le côté écoute active. Rappelez-vous que c'est une question de posture et pas d'argument. En tout cas, j'allais dire, on n'a pas besoin d'être expert pour débattre du sujet. Il y a de fortes chances que la personne en face de vous soit pas plus experte que vous. Donc, effectivement, et puis, c'est ce que je disais, essayez de vous ramener au niveau des émotions. Il y a le côté aussi, c'est votre famille. C'est souvent quelque chose où le lien familial peut être parfois plus précieux qu'avoir réussi à convaincre quelque chose. Donc, déjà, juste avoir dit à la personne, je t'entends, je t'ai écouté, je te comprends, c'est quelque chose qui effectivement peut être plus important qu'avoir réussi à le convaincre. Et puis effectivement, une fois que vous êtes parti de là, ben, parlez en son jeu, rappelez pourquoi nous on pense ça. Pas hésiter aussi parfois à assumer les côtés un peu utopistes, ou dire ben moi je rêverais que, etc. Moi je pense que j'ai l'espoir que, etc. C'est des choses effectivement sur lesquelles on pourra difficilement vous contredire. Et moi c'est un avis personnel, mais j'ai tendance à penser que les émotions
sur lesquelles se basent les idées de gauche, qui sont plutôt l'espoir, le désir de justice, d'égalité, etc., sont souvent plus engageantes ou en tout cas plus nourricières sur le long terme que les idées de droite et d'extrême droite qui sont plutôt sur le côté la peur, le repli, etc. Donc moi je pense effectivement que rappelez-vous qu'en pensant, en plantant des graines, c'est des graines qui parfois peuvent germer, pas toujours, mais qui parfois peuvent germer. Et en tout cas, je vous inciterai plutôt à essayer de faire ça. Et les graines prennent du temps à germer. Donc effectivement, se dire qu'on on plante des graines et que parfois on voit le résultat et que parfois ça met, voilà. Attention à l'alcool dans les débats, dit Fanny. Bien sûr, attention à l'alcool de manière générale, mais encore plus dans les débats. Euh, Bravo pour avoir concentré ton info pertinente en si peu de temps. On vous passera les slides, bien sûr. Je vois qu'il y a aussi des liens. On aurait dû mettre une image de la kombucha, ouais, voilà, bien sûr. Oui, bien sûr, excusez, c'est vrai que j'avais pas vu, j'avais pas tilté en mettant mais bien sûr, faites attention à l'alcool à consommer avec modération, voire pas du tout, et en tout cas, faites attention à l'alcool, bien sûr. Je vais repasser, merci beaucoup pour vos messages et vos remerciements et votre participation. Je vais repasser la parole à Marie pour un petit mot de conclusion. Et merci beaucoup à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. Je vois qu'on était presque 80 et tout du long, donc merci énormément d'être resté. C'est super chouette à chaque fois de vous avoir en visio. Euh, et un petit mot de fin, voilà, on est obligé de, enfin, on est obligé, on n'est pas obligé, mais juste pour terminer sur nos financements. Donc, voilà, si nous, on est super contents et contentes d'organiser des formations pour vous, c'est vraiment notre cœur de métier. On a vraiment vocation à vous former et à diffuser massivement les idées qu'on partage toutes et tous. C'est vrai que pour faire ça, on est obligé bah, de s'organiser. On a une équipe de freelance qui est payée et plus généralement, on utilise beaucoup d'outils bah, qui sont payants. Et malheureusement, on n'est pas encore payé, on n'est pas encore enfin, financé par des milliardaires où on a zéro argent de formation. Enfin, pas jusqu'à maintenant, je crois. Et du coup, on dépend que de vos dons. Il y a déjà plein de gens et de personnes qui nous donnent des dons. C'est super. Et ben, du coup, si vous voulez contribuer à enfin, quel que soit le montant de financement que vous voulez donner, c'est génial. Et, et sachez que bah, voilà, c'est défiscalisé aussi. Il y a même normalement un petit calculateur pour savoir quel est le montant final qui sera vraiment pris chez vous si jamais vous faites un don avec la défiscalisation. Donc, je vous envoie ici le lien. Donc, n'hésitez pas, je le remettrai dans le mail. Enfin, vous êtes obligé évidemment à rien. Mais ça nous aide énormément pour nous organiser pour les prochains mois et faire gagner la gauche et un maximum de victoires pour les municipales. Voilà, donc merci énormément à tout le monde et je vous souhaite une excellente journée et surtout de bonnes fêtes, j'espère pacifiées et sinon au moins avec des arguments ou une méthode pour pouvoir un peu répondre à tout ce qu'on vient d'entendre et toutes les dingueries que j'ai vues. Je suis d'accord avec tout tellement c'est. Enfin, je suis d'accord, non, je suis d'accord avec rien, mais je veux dire, je sais que ça va tomber quoi. Et voilà, bonne journée à tout le monde. Merci énormément Florent pour l'animation et bonne fête à toutes. À toutes. Merci à toi, Marie. Merci à toutes et à tous. Bonne fête et puis on vous fait des poutous, naturellement. Bye bye! Merci.